Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour les amis, bon dimanche. J'espère que tout va bien chez vous, que vous êtes posés devant un café, croissant, pain au chocolat et surtout pain au chocolat. On ne dit pas chocolatine, vous allez comprendre pourquoi. Ce matin, je reçois dans l'émission Guillaume Gomez, l'ambassadeur de la gastronomie française à vie. Si vous le souhaitez. Bonjour Vincent Ferniaud. Bonjour Guillaume Gomez. Je vous reçois Guillaume parce que vous venez de publier un livre, À la table du destin. Quand j'ai lu le titre, d'ailleurs, je me suis dit, est-ce qu'il parle de Giscard d'Estaing ? Non, il n'était pas né à l'époque, en tout cas pas né à la cuisine à l'Élysée. Alors Guillaume Gomez, vous le connaissez forcément, il est notre représentant de la gastronomie et de la cuisine française dans le monde entier. C'est un homme qu'on voit énormément voyager pour porter la bonne parole. C'est une charge qui lui a été mise dans les mains et dans le cœur par le président Emmanuel Macron il y a combien de temps maintenant ? 4 ans. Il y a 4 ans. Et aujourd'hui, vous êtes un peu rangé des voitures de ce point de vue-là, Guillaume. Oui, je continue de porter la bonne parole de la gastronomie parce que ça fait partie de mon ADN. Mais depuis un an, j'ai un cabinet de conseil et je suis maintenant un jeune chef d'entreprise. Un jeune chef d'entreprise. Allez, on va ensemble plonger dans votre livre. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. À la table du destin, dont le sous-titre est, et c'est important, du rêve d'enfant au Palais de l'Élysée. Et plus loin, parce que le Palais de l'Élysée n'était peut-être qu'une étape, Guillaume Gomez. Oui, c'est vrai que ce titre, ça a été tout un travail avec notamment les gens de la maison Orcal, la maison d'édition. Eux voulaient qu'il y ait à tout prix l'Élysée, qu'il y ait 93, qu'il y ait banlieue, qui retrace un petit peu mon parcours. Moi, je voulais pas enfermer ça dans l'Élysée et dans la présidence de la République, puisque c'est une partie de ma vie, une partie importante de ma vie, mais ce n'est pas toute ma vie. Mais donc voilà, le sous-titre a été un long travail de recherche avec les équipes et on le doit à Françoise Smadja qui a eu la bonne idée de trouver le lien entre tout ça et pas mettre juste banlieue ou juste Élysée. Pourquoi est-ce qu'on écrit un livre ? Quand on en est, je dirais à la moitié de sa carrière, hein. Vous êtes vraiment pas sur les mémoires de quelqu'un terminant. Je l'ai dit dans les premières pages, pour l'argent. C'est pas, oui, mais pas pour vous. C'est pas grave. Non, je donne 100% des droits à des associations. J'ai 2 écoles à Madagascar, une au Cameroun, et 100% des droits partent pour ça. Donc c'est vrai que ce livre, on me l'a demandé souvent quand j'étais à l'Élysée, quand j'ai quitté l'Élysée, quand je suis passé ambassadeur. Ouais. J'ai toujours refusé. Et là, une rencontre avec cette maison d'édition, avec Françoise toujours, qui a su me convaincre. Parce que je parle à des jeunes depuis longtemps, parce que je suis porte-parole de l'Association nationale des apprentis de France, parce que j'avais des choses peut-être à dire, en effet, et elle m'a dit, mais non, ça peut convaincre certaines personnes par rapport à la destinée qui fut la tienne, qu'il faut s'accrocher, que le travail, c'est quelque chose d'important. Donc peut-être que la temporalité était la bonne, et puis du coup, j'ai accepté de le faire, j'ai accepté de le construire aussi comme une lettre à la fin à mes filles pour dire des choses, parce que c'est vrai que ce sont des choses que j'ai tues, pas par ni modestie, ni fausse modestie surtout, ni même parce que j'avais pas envie d'en parler. C'est tout simplement, j'ai été éduqué comme ça, on avance, et puis je suis pas quelqu'un qui regarde tellement vers le passé, mais par contre, je trouve que c'était important à cette étape de ma vie, en effet, on sait pas de quoi la vie est faite déjà, mais de laisser quelque chose à mes filles et parler même aux gens, à mes plus proches amis, famille qui ne connaissent pas forcément mon passé. Guillaume Gomez, vous dites, je l'ai toujours tu. Alors, je témoigne du fait que ça fait des années que je vous demande de venir à la radio, à la faveur d'un événement, d'un concours, d'un déplacement, d'une ambassade. Vous m'avez toujours laissé quelques phrases comme ça au micro parce que vous n'êtes pas avare de mots. Mais en revanche, pour ce qui touchait de vos activités à l'Élysée, c'est un peu la grande muette, quoi. Hein. Vous êtes tenu au silence ou au secret quand on travaille à l'Élysée ? Oui, non. C'est oui, clair, non. c'est clair. Non, c'est-à-dire que on n'a pas, il y a rien de secret en fait. C'est-à-dire que à partir du moment, et je pense que toutes celles et ceux qui travaillent dans des lieux comme l'Élysée ou comme certains ministères, peut-être moins ces dernières années, et je trouve que c'est regrettable, mais ça faisait partie de notre ADN, cette discrétion, tout simplement parce que vous avez la confiance. Quand vous vivez au plus près d'un chef d'État, vous entendez des conversations, vous vivez des séquences, vous voyez des échanges. J'ai envie de dire comme un maître d'hôtel, comme ou un maître d'hôtel, comme en fait, c'est la vie privée. Exactement. Et à partir du moment où ça n'arrive
rien à voir avec mon travail, et ben c'est des choses que j'oublie d'ailleurs assez facilement. Donc souvent l'entourage très proche me dit ah, mais tiens, tu nous as jamais dit ci, tu nous as jamais dit ça. Bah non, parce qu'en fait j'avais pas à vous le dire, donc c'est pas parce que vous êtes mon entourage proche que. Et une fois de plus, moi je me suis toujours servi de la médiatisation qui fut la mienne, et c'est mon 9e livre aujourd'hui, donc j'ai quand même fait quelques médias pour mettre en avant les causes que je défends, pour mettre en avant les valeurs que je porte, les producteurs, les transformateurs, les artisans, les distributeurs, l'apprentissage. Voilà, donc j'ai assez peu parlé de moi. Les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux ont toujours l'impression de connaître ma vie, mais ils vont en tout cas en grande partie la découvrir à travers ce livre. C'est l'objet de cette émission, hein, de donner envie à ceux qui nous écoutent d'y plonger plus avant, parce que il y a des tas d'anecdotes, d'histoires, et surtout un parcours intéressant, parce que rien ne vous prédestinait vous n'êtes pas d'une famille de restaurateurs, vos parents étaient brocanteurs en région parisienne, avec certes des valeurs, mais pas celle-ci, pas celle d'être aujourd'hui meilleur ouvrier de France cuisine, chef de l'Élysée pendant des années. Comment ça s'est forgé au départ? On appelle ça le destin. Après, chacun, de toute façon, quand on est, personne n'est destiné à quoi que ce soit. Et c'est pas parce que vous êtes né dans un certain milieu social que vous devez y rester, que ce soit le haut ou le bas, peu importe. Et en fait, moi, les valeurs qui furent les miennes, en tout cas, ça a toujours été le travail. J'ai su très tôt que le travail ne payait pas toujours. Quand j'entends le travail paye, non. Moi, j'avais des parents qui travaillaient 7 jours sur 7 pendant des années, de 5h du matin à très tard le soir. Et qui tiraient le diable par la queue. Mais pour pas gagner sa vie, pour avoir un frigo vide dès le début de la semaine. Donc, je sais que le travail ne paye pas toujours. Par contre, le travail bien fait, avec passion, oui, rien ne vous est impossible. Et moi, en effet, rien ne me destinait à devenir l'un des plus proches collaborateurs du chef de l'État, à représenter le chef de l'État sur ce travail qui fut ma passion, la cuisine. J'ai aimé ça. Moi, je n'ai pas subi ce métier, je l'ai choisi. Contrairement à beaucoup de gens de ma génération qui sont arrivés dans le métier de cuisinier. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Je le raconte dans le livre. Et forcément, je m'y suis jeté corps et âme. Et sur le même principe, un matin, j'ai dit j'arrête. Pas parce que je voulais faire différemment, pas parce que j'arrivais pas à faire quelque chose. J'ai été meilleur ouvrier de France, le plus jeune de l'histoire. J'ai été chef de cuisine, le plus jeune de l'histoire à l'Élysée. J'aurais pu rester toute ma vie chef de cuisine à l'Élysée. Un matin, je me suis dit non. Je le dis dans le livre. Je me suis jamais contenté des fauteuils confortables, des chemins tracés, des soupes tièdes. Mais c'est sincère, c'est pas juste une parole. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça devenait bien, confortable ou tout simplement pu en progression, il fallait que je fasse autre chose. C'est plus fort que moi. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en effet un matin à pousser les portes de l'Élysée, à faire des concours de cuisine, à être chef de cuisine et ensuite l'ambassadeur et le représentant du président. Et ensuite aujourd'hui, à 47 ans, une nouvelle aventure de chef d'entreprise. Guillaume Gomez, moi je vous ai toujours vu un peu à l'exemple de ce qui existait jadis, les moines soldats. Je vous vois comme un cuisinier soldat. Il y a ce côté guerrier en vous. Peut-être c'est un peu de l'ADN de votre père qui était militaire, un colosse en plus, vraiment un homme de haute stature. Oui, ce côté militaire, ce côté le doigt sur la couture du pantalon dans la brigade, qui est d'ailleurs un terme militaire. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Oui, parce que de toute façon, ce métier de cuisinier que j'ai appris, je le dis à chaque fois, personne ne naît en sachant cuisiner. Donc on apprend. Je veux bien qu'on ait peut-être une facilité, qu'on ait peut-être un milieu parce que vous aimez ça, une certaine appétence, une gourmandise qui fait que vous y intéressez. Mais enfin, ce métier-là, je l'ai appris. Donc je l'ai appris, j'ai travaillé beaucoup, j'ai appris ce métier, et pour moi, ce métier de cuisinier, on s'arrête quand on a terminé. Vous avez une mission à remplir, vous devez finir le service. Chez nous, les retards de chantier, ça n'existe pas parce que le carrelage n'a pas été livré. C'est pas, écoutez, revenez demain parce que ceci, parce que cela. Donc un cuisinier, il y a forcément une rigueur, il y a forcément une attente du service accompli, de la mission. Mais comme beaucoup de gens dans beaucoup de métiers, j'en rencontre beaucoup qui ont aussi cette rigueur au travail qui fait que vous devez vous arrêter lorsque la mission est accomplie. Et d'autant plus quand vous travaillez pour un chef d'État, où là, bien évidemment, tout peut avoir de l'importance. Le moindre retard peut prendre de l'importance et des conséquences assez lourdes. Aujourd'hui, quand vous regardez cette période de votre vie, qui est maintenant révolue, mais qui vous colle au basque, vous n'y pouvez rien, est-ce que vous vous dites
que j'ai été instrumentalisé pour le soft power français, mais volontairement instrumentalisé. Mais tant mieux, je l'ai voulu. Enfin, moi, ça aurait été facile de rester à ma place dans les cuisines. J'ai voulu faire plus. J'ai voulu que cette médiatisation de la cuisine, d'un chef de cuisine, je me mets à parler de moi à la troisième personne, ce concours de meilleur ouvrier de France, il sert. Au départ, j'ai refusé la communication, et c'est des gens de la cellule communication à l'Élysée qui m'ont dit non mais écoute, tu sais, allez-y quoi. Vas-y. Ils m'ont dit, tu sais, tu fais beaucoup de choses à l'extérieur, notamment pour les associations, pour tout ça. Personne ne le sait, et je le dis pas pour qu'on dise c'est super, mais eux m'ont dit, mais tu sais, eux ils ont besoin en fait que tu communiques. Et c'est comme ça que j'ai accepté. C'est eux qui m'ont ouvert mon premier compte Instagram, parce que il y avait le patron d'Instagram qui venait à l'Élysée. Ça aide à prendre des followers quand votre premier post avec le patron d'Instagram. Et donc ça m'a permis de mettre en avant celles et ceux qui font, une fois de plus. Et donc oui. Peut-être que j'étais instrumentalisé, tant mieux si ça a servi quelque chose. Ça a toujours été en accord avec mes valeurs, ça a toujours été. J'ai souvent refusé de faire beaucoup de choses, d'aller dans certains médias, de faire certaines apparitions, à partir du moment où c'est pas en accord avec ce que je veux. Après. Alors on m'a taxé de tel ou tel truc pour l'industrie, pour ces marques, pour celles-là. Moi, à partir du moment où les gens se comportent correctement, avec plaisir, j'ai mis en avant toutes celles et ceux que j'ai rencontrés à chaque fois, que ce soit dans les salons, que ce soit en région, que ce soit les produits que je recevais à l'Élysée. On faisait des posts, on mettait en avant les produits, et ainsi de suite. Et puis après, c'est la France qui rayonne, c'est la France qui gagne. Donc si j'étais instrumentalisé pour que la France puisse rayonner, tant mieux. Peut-être le fait d'avoir vécu le frigo vide au 5 du mois, comme vous dites, ne vous laisse pas cette trace de la peur de manquer, ce qui fait que vous n'êtes pas obsédé effectivement de gagner votre vie, de gagner de l'argent. On le voit, hein, ce livre, les droits d'auteur sont reversés, vous faites beaucoup d'associatifs, vous donnez beaucoup pour les autres. Alors, qu'est-ce qui vous paye? Comment est-ce que vous vous payez? Non, j'ai toujours gagné, enfin bien ma vie. Correctement. Par rapport à d'autres, peut-être moins, par rapport à d'autres peut-être plus. Ça n'a jamais été mon moteur dans la vie, puisque moi je venais d'un milieu où à partir du moment où déjà on arrivait à manger jusqu'à la fin de la journée, jusqu'à la fin du mois, et être chauffé, ça allait. Après tout, c'était déjà bien. J'avais des rêves assez limités en fait, et à chaque fois je les ai dépassés. Et je vous dis, j'ai eu le voyage m'a permis ça aussi. J'ai des écoles à Madagascar. J'ai ouvert la première école que j'ai ouverte, c'est qu'on a financé. C'était sur un plan de lutte contre l'excision au Sénégal. Là, vous vous rendez compte de ce que c'est que la misère. Vous pouvez pas vous plaindre de quoi que ce soit. Après, comme les autres, 15 jours après, vous cassez votre lacet, vous en avez après tout le monde. Mais ça vous fait prendre valeur qu'en effet, il y a le prix des choses et la valeur des choses. Et oui, je gagne correctement ma vie. Enfin, moi, je partais pas en vacances. J'ai pas des grèves de grandeur. Voilà, j'ai pas de piscine. J'ai pas je dis pas que c'est bien, je dis que c'est comme ça. J'essaye pas de convaincre les gens qu'il faut faire différemment. C'est en tout cas comme ça que moi je me comporte. Je gagne ma vie correctement et tant mieux si ça peut en aider d'autres. Restez avec nous dans ce qui va suivre. On va en apprendre un peu plus sur le parcours du jeune Guillaume Gomez, du garçon devenu adolescent, et puis un jour commençant les concours de cuisine, et puis l'entrée à l'Élysée. Restez avec nous, on se retrouve dans une minute. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Mes amis, ce matin, on plonge sous les ors de la République, on visite l'Élysée, mais on est entré par la petite porte, celle de la cuisine, puisque je reçois ce matin Guillaume Gomez, longtemps chef de l'Élysée, chef de cuisine, pas chef du palais, chef de cuisine de l'Élysée, puis ambassadeur de la gastronomie française, et puis maintenant, je dirais, en route vers d'autres activités. Mais parlons déjà de ce livre, parce qu'il raconte votre parcours. Je pense qu'il peut faire rêver des jeunes qui, comme vous le disiez en première partie, n'ont pas peur de bosser. Parce que le travail, c'est quand même la vertu cardinale pour vous. Je pense qu'il n'y a rien dans la vie sans travail, quoi qu'il arrive. Quand vous interrogez les gens, oui, on peut avoir de la chance, oui, on peut ce qu'on veut, mais à un moment, il faut travailler. Et ce métier de cuisinier, tous ces métiers de transmission s'apprennent que par la répétition et par le travail. Il n'y a pas un sportif, il n'y a pas un musicien, il n'y a pas un cuisinier qui arrive à faire quelque chose si ce n'est pas après la répétition. Guillaume, vous avez quitté il y a 4-5 ans les cuisines, la cuisine de l'Élysée, après combien de temps comme chef, je parle pas de l'apprentissage. Alors, comme cuisinier à l'Élysée pendant 25 ans, et je suis passé numéro 3 des cuisines en 2004, l'adjoint de Bernard Vaution ensuite en janvier 2005. Qui était le second, voilà, de Joël Normand, ouais. et ensuite numéro 1 en 2013 lorsque Bernard est parti en retraite.
Donc, grosso modo, presque 10 ans de chef de l'Élysée, quoi. Ah oui, 10 ans chef c'est de ça. l'Élysée. J'ai été chef en 2005, j'étais l'adjoint de Bernard, mais j'étais déjà aux responsabilités. D'accord. Donc pendant près d'une quinzaine d'années à la direction des cuisines. Ensuite, vous êtes devenu l'ambassadeur de la gastronomie française. Si vous êtes fan des réseaux sociaux et autres chaînes du web, vous voyez Guillaume partout. Et il est partout, c'est pour ça, il voyage énormément. Je suis sûr que vous êtes là plus de la moitié du temps hors de chez vous. Oui. Oui, voilà. J'ai pas vraiment calculé, mais oui, j'ai fait l'année dernière, j'ai fait 50 voyages. Oui, bien sûr, on essaye d'être là dès qu'il y a des salons, dès qu'il y a des forums, dès qu'il y a des manifestations internationales où on doit parler de notre production, de nos artisans, de nos meilleurs ouvriers de France. J'essaye d'être présent. Puis plus ce qu'on voit pas, des rencontres avec des chefs d'État, avec des conseillers du commerce extérieur et toutes les organisations. Ça va jusqu'à organiser les cantines pour comment nourrir 500 millions d'enfants en 2030, qui sont des gros sujets que j'ai pu piloter, oui. Alors, ma question c'est, est-ce que vous êtes encore cuisinier ? D'abord, est-ce que vous avez le temps de cuisiner ? Oui, parce que je pense, et c'est aussi un de mes dadas depuis longtemps, c'est l'éducation à l'alimentation. Je pense que chacun doit prendre le temps de cuisiner. Donc, est-ce que je suis cuisinier ? Quand vous êtes cuisinier un jour, vous l'êtes toujours. Je cuisine plus au quotidien, j'ai plus de service. Je ne cuisine pas tous les jours, mais quand je suis chez moi, pour ma famille, pour mes amis, ou tout simplement pour moi, pour me nourrir, oui, je cuisine. J'ai encore fait cette semaine blanquette, pot-au-feu et un chou farci. Vous voyez, c'est de la cuisine. Oui, mais quand vous avez quitté la cuisine de l'Élysée, évidemment, vous aviez cette diplomatie culinaire qui vous était offerte par le président de la République. C'est posé la question, j'imagine, de se dire bon, je lâche l'Élysée, est-ce que je vais enfin avoir un restaurant, de la restauration commerciale, quelque chose qui m'occupe au quotidien en cuisine ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, puisque une fois de plus, vous aviez fait le tour. Oui, j'ai choisi un matin, j'ai dit au président que j'allais partir, que j'allais arrêter, pas pour partir ailleurs, pas pour prendre autre chose. J'étais très épanoui et très heureux dans mon rôle de chef de cuisine à l'Élysée. Donc j'avais possibilité de m'exprimer en tant que chef de cuisine à l'Élysée. Donc mais vous n'avez pas envie d'aller jusqu'à la retraite et un jour Non, je n'avais aucune raison de changer de crèmerie pour faire le même métier de chef de cuisine. Si je partais de l'Élysée, c'était pour faire un autre métier et plus celui de chef de cuisine. C'est un métier que j'ai aimé, que j'ai fait pendant presque 30 ans, 7 jours sur 7. Donc non, un matin, j'ai dit j'arrête. Donc c'était pas pour faire soit un mi-temps, soit ailleurs, soit reprendre un restaurant, soit faire autre chose. C'était pour faire totalement autre chose. Et ce métier de représentant du président et d'ambassadeur pour la gastronomie est quelque chose aussi qui m'a plu. J'avais dit 3 ans au président, j'ai fait presque 4. Et puis maintenant, je suis parti encore sur autre chose, qui est encore un autre métier. Et peut-être que dans 5 ans, je ferai encore un autre métier, j'en sais rien. Comment est-ce que vous êtes entré à l'Élysée ? Parce que quand je vous disais que vous êtes un peu un cuisinier soldat, c'est un peu sous l'égide de l'armée en fait. Hein. Vous êtes rentré au service militaire. C'est totalement ça. Service militaire. Je suis à l'époque chez Jacques Le Divellec. On reparle. Grand cuisinier de poisson. Voilà, on reparle de cette photo. Le premier président pour lequel j'ai travaillé, en fait, c'est François Mitterrand, puisqu'il venait très souvent chez Le Divellec. Et la photo ressort notamment ces jours-ci où on voit François Mitterrand avec Mazarine en une de Paris Match. Cette photo est prise à la sortie de chez Le Divellec. Je suis là ce jour-là. Et donc, c'est Le Divellec qui me propose, quand je reçois mon papier, comme quoi je dois aller faire mon service national, de me placer soit à Matignon, soit à l'Élysée. J'ai à l'époque 18 ans. Je dis, tiens, l'Élysée, bon, c'est le patron. Matignon, c'est le numéro 2. Autant aller voir ce qui se passe chez le patron. Et c'est comme ça que je me retrouve à pousser les portes de l'Élysée par piston, avec tout un tas de jeunes appelés du contingent pistonné qui arrivaient des 3 étoiles et des 2 étoiles de toute la France. Et c'est comme ça que je me retrouve à faire mon service national. Je dois y rester 1 an. J'y suis resté 25 ans. Vous dites de Joël Normand que sans rien dire, il vous a percé à jour en fait. Totalement. Rapidement. Moi, j'ai énormément de chance. C'est un mot que je cite souvent quand je parle de mon parcours. J'ai rencontré les bonnes personnes qui ont cru en moi plus que moi. Et c'est d'ailleurs ça, un mentorat, le compagnonnage. C'est quand les gens qui sont là pour vous apprendre, ils croient en vous plus que vous ne croyez en vous, puisqu'ils sont là pour faire de vous quelqu'un. Et Joël Normand, de tous les appelés du contingent qu'il avait vu, un jour, il me dit, vous serez chef de l'Élysée. Moi, dans ma tête, je me dis, bien sûr, c'est ça. Il débloque, le pauvre, il vieillit. Et en fait, il avait compris, il avait vu que j'avais peut-être une certaine capacité à agir, à commander, et c'est lui qui me met sur les concours de cuisine, et c'est lui qui, un jour aussi, m'accompagnera jusqu'au meilleur ouvrier de France.
Premier concours trophée du jeune chef en Alsace face à des Alsaciens. Ouais. Et ce premier concours, vous le gagnez. Ça a été déterminant, le fait de pouvoir gagner dès le début? Bien sûr, je vais pas vous dire le contraire. Premier concours, première victoire, c'est grisant. Vous devenez quelqu'un. C'est la première fois que je fais du média. C'est la première fois que on me reconnaît parce qu'il y a eu un article dans les dernières nouvelles d'Alsace. Les Alsaciens, qui sont adorables, m'interpellent dans la rue entre la demi-finale et la finale parce qu'ils m'ont reconnu dans le journal. Et donc c'est formidable. Et bien sûr, c'est très plaisant. Au sein de Grisant la brigade, même, oui, grisant. Puis au sein de la brigade, je deviens quelqu'un. Donc ça vous met une stature différente. J'ai pu gagner un seul concours après. Je fais 2e, 3e, 4e, jusqu'au concours de meilleur ouvrier de France. Donc le premier et le dernier. Alors, ce concours de meilleur ouvrier de France, il est heureux et triste à la fois, puisqu'il est indissociable de la disparition de votre maman, qui vous a porté jusque-là avec tout l'amour dont est capable une mère, Ouais. et qui vous a même, je dirais, poussé vers le concours de meilleur ouvrier de France, à un moment où vous doutiez un peu. C'est une promesse que j'avais fait en effet à ma mère, quasiment sur son lit de mort, où je partais pour un concours. La nuit où ma mère meurt, je pars sur un concours qui était l'Escoffier dans le sud, que je ne vais pas faire. Et du coup, la veille, elle me dit « Et tu feras ton meilleur ouvrier de France ?» Je dis oui, bien évidemment. J'ai 20 ans à l'époque, donc je le fais 4 ou 5 ans plus tard. Et c'est vrai que ensuite, ce sont les chefs que j'ai rencontrés sur les concours qui m'ont poussé à m'inscrire au concours de meilleur ouvrier de France. Donc j'avais l'intention de le faire, peut-être pas si tôt en effet. Donc du coup, je me suis inscrit pour voir ce que c'était. Puis après, je l'ai fait correctement. Comme à chaque fois que je m'engage quelque part, j'essaye de le faire à fond. Et j'ai eu cette chance, une fois de plus, d'être là au bon moment, de tomber sur des sujets qui m'ont convaincu aussi. Et donc je suis passé un des meilleurs ouvriers de France en 2004 avec une très belle promotion. Et oui, indissociable bien sûr, puisque c'est une promesse que j'avais fait à ma mère. Et puis quand vous vivez des moments importants de votre vie comme ça, vous pensez à vos parents, vous pensez à ceux qui sont là ou plus là. Et les miens n'étaient plus là et ils n'ont jamais vu meilleur ouvrier de Votre père a France. suivi malheureusement votre mère très très peu de temps, à moins d'1 an après. Et donc vous êtes retrouvé meilleur ouvrier de France sans savoir vraiment à qui téléphoner pour le dire tout de suite, quoi. J'imagine Oui, que c'est je sais même plus qui j'ai prévenu. J'ai reçu beaucoup d'appels, beaucoup de coups de fil. C'était une époque où il y avait moins de communication que maintenant. C'était il y a plus de 20 ans. Bien sûr. Mais il y avait quand même, ça s'est très vite su par les chefs, dans le métier, quoi. le métier Oui. des chefs, des fournisseurs. Beaucoup de gens m'ont appelé, ma famille tout de suite, mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines, ma compagne de l'époque. Voilà. Puis après, c'est vrai que vous vous retrouvez, vous êtes très heureux, comme je pense beaucoup de personnes qui vivent la victoire. Mais très rapidement, en fait, vous êtes seul. Parce que oui, on a Toulouse, faut rentrer. Voilà, puis vous êtes dans la voiture, vous rentrez, vous êtes seul. Le soir, vous êtes seul. Et la victoire, elle marque un temps. La différence avec beaucoup de victoires, ce titre de meilleur ouvrier de France vous amène en plus dans une autre dimension. C'est-à-dire que vous devenez vraiment au sein d'une corporation un référent, quelqu'un, vous vous forcez à mieux faire. Et moi, j'étais très jeune, j'avais 25 ans. Donc pour moi, c'était le début, c'était pas la fin de quelque chose, c'était le début d'autre chose. Et ça m'a vraiment poussé. C'est grâce à ça que j'ai pu passer chef de cuisine et que j'ai pu avoir la carrière que j'ai eue. Permettez-moi une anecdote, enfin en tout cas de vous la demander, puisque ce concours de MOF, il se passe pas tout à fait comme c'était prévu. On imagine que ces grands concours, on répète, on refait, et puis le jour du concours, il y a des surprises. Et je pense à cette histoire du feuilletage qui n'était pas assez froid. Vous avez l'idée de mettre une plaque au congélateur. En fait, ce que vous mettez en avant, c'est que même dans des concours qui sont huilés, c'est l'adaptabilité et l'improvisation qui compte pour un chef. Bien sûr, c'est là où vous voyez votre métier, c'est là où vous avez l'expérience, et c'est en ça que l'école des concours m'a appris à pas faire confiance au matériel, à vérifier tout 2 fois, à s'exprimer comme il faut avec le commis. Le nombre de concurrents qui ont raté leur concours parce que le commis a jeté le bouillon en pensant que c'était la mauvaise casserole, fallait garder les arêtes, et ainsi de suite. Donc il faut tout expliquer, il faut tout faire. Et ça, moi, ce sont les concours. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas de petits concours. Quand vous prenez le risque d'aller mettre votre travail à sanction, que vous sortez de chez vous, même si c'est pour le concours de la tarte aux pommes en bas de chez vous, c'est le même apprentissage et la même façon de faire et la même implication. Et en effet, ce concours de meilleur ouvrier de France, c'est pas déroulé comme il aurait pu se dérouler, mais à la fin, ça s'est bien passé puisque j'ai eu le titre. Si vous êtes avec nous depuis le début de l'émission, il y a des questions qui vous brûlent les lèvres. Je vais les poser, vous inquiétez pas, parce qu'on va quand même parler des quelques présidents de la République que Guillaume Gomez a servi au cours de sa carrière à l'Élysée. On se retrouve dans 1 minute. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente
Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. On fait le marché, un beau marché du côté du Palais de l'Élysée ce matin avec Guillaume Gomez qui vient nous parler de son livre À la table du destin. Ça fait rêver, vous n'avez rien vu encore. Si vous n'avez pas plongé dans le livre, vous ne rêverez pas jusqu'au bout. Moi j'ai rêvé effectivement en découvrant ces pages parce que je me suis dit quelle somme de travail, et quand le travail est récompensé, il n'y a rien de plus merveilleux, hein, Guillaume Gomez, c'est ce que vous racontez partout. En fait, vous auriez pu aussi bosser autant, mais vous ramassez, et là, c'est vraiment pas le cas. Vous avez mené votre rêve jusqu'au bout. J'ai eu énormément de chance, je le dis, j'ai rencontré les bonnes personnes, j'ai eu le privilège de travailler et de servir 4 chefs d'État, j'ai eu beaucoup de chance, oui, j'ai beaucoup travaillé, mais comme beaucoup de gens, il y a énormément de gens qui travaillent et qui sont pas sur votre plateau n'ont pas toujours cette ce réussite. matin, voilà, Oui. pour parler de ça. J'ai été meilleur ouvrier de France, j'ai rencontré des gens passionnants, j'ai eu des collaborateurs passionnés, j'ai eu la chance de rencontrer les meilleurs artisans, producteurs, grands professionnels dans beaucoup de domaines, pas que la cuisine, et ça c'est pour moi une grande chance, en effet, ça m'a nourri toutes ces années. Alors, 4 présidents de la République que vous avez servis au travers de votre passage à l'Élysée, dans les cuisines de l'Élysée. Je rappelle que vous êtes cuisinier avant d'être chef. Hein, malheureusement, souvent à notre époque, les jeunes ils veulent être chefs avant d'être cuisiniers. Ça, je le dis souvent. Là, vous avez fait toutes vos armes, toutes vos classes. Vous êtes devenu meilleur ouvrier de France par la suite. 4 présidents. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le droit d'en parler un peu? Parce que vous avez été toujours super discret. Est-ce qu'on peut toucher les humains à travers leurs habitudes alimentaires, ou est-ce que ça vous gêne encore? Non, ça ne me gêne pas. J'en ai parlé. Oui. J'ai déjà souvent eu l'occasion de parler des présidents de la République. Après, je ne suis pas là pour et longtemps après pour parler de la vie intime ou de certaines confidences qu'auraient pu faire les présidents. Mais vous savez, même certains présidents m'ont posé la question. Tout le monde a envie de savoir comment ça se passait avec celui d'avant. Et c'est une réponse que j'ai fait un jour au président en disant: écoutez, comment est-ce que vous pourriez m'accorder votre confiance si moi je racontais ce qui se passait il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans? Le président m'a dit: bonne réponse. Donc voilà, on peut parler des présidents, on peut parler de leur goût alimentaire, bien évidemment. Même de leur travers alimentaire. Non. Oui, on mais peut parler des choses. C'est Vous bon savez, enfant. souvent on me demande quel était le plus gourmand, quel était celui qui aimait ça. Alors, vous avez peut-être commencé avec le plus gourmand et gastronome, Jacques Chirac, à mon avis. Non, Jacques Chirac était gourmand en quantité. Il mangeait une quantité de nourriture mais pas un fin gourmet. Mais pas ce qu'on pourrait définir comme un fin gourmet aujourd'hui. Mais c'était, en même temps, il y a plus de 20 ans, les habitudes alimentaires n'étaient pas les mêmes. La cuisine de l'Élysée, vous savez, elle est dans l'histoire, mais elle vit avec les hommes de son temps, avec les produits, les habitudes alimentaires. On ne mange pas la même chose il y a 25 ans qu'aujourd'hui. Les rythmes ont un petit peu changé. On fait attention à beaucoup de choses. La saisonnalité, ça paraît aujourd'hui bien sûr quelque chose d'évident. Qui parlait de saisonnalité il y a 30 ans? Personne. Parce que c'était du bon sens. On trouvait très peu de produits hors saison de toute façon. Donc voilà, mais aujourd'hui, il a fallu remettre ça au cœur du débat parce que c'est une réalité. Et celui qui s'y connaît le mieux en gastronomie des 4 que j'ai servis, c'est Emmanuel Macron. Pas parce que c'est celui qui est là en ce moment et qu'il a fait de moi son ambassadeur, c'est la réalité. Voilà, il a été élu homme de l'année de la revue des vins de France, il connaît les vins, il connaît la gastronomie, il connaît les chefs, il les connaissait avant d'être président, ainsi de suite. Donc, mais vous savez, des 4 présidents avec lesquels j'ai travaillé, tous avaient cette appétence pour la gastronomie, parce qu'à travers cette gastronomie, à travers la table, c'est la France. Ce sont les femmes et les hommes sur tout notre territoire qui font cette gastronomie. Nos producteurs, nos agriculteurs, nos éleveurs, nos pêcheurs, nos chasseurs, nos artisans, nos transformateurs, nos distributeurs. Donc la France, et la c'est balance ça. commerciale. Et bien sûr, la balance commerciale, c'est quand même l'une des rares choses qui nous fait gagner de l'argent. Ces temps-ci un petit peu moins, mais en tout cas, les beaucoup de gens y travaillent. Quoi. Voilà, mais oui, encore l'industrie, souvent, on nous promet des choses, on nous le paye pas. Le camembert et le cognac, c'est payé au cul du camion. Donc il y a ce que dit le comptable et ce que dit le banquier. Voilà, l'argent qui rentre sur le compte France, c'est notre production, c'est notre gastronomie. On est la première destination touristique au monde encore cette année. Beaucoup disent venir pour un moment de gastronomie. On a dit de Nicolas Sarkozy qu'il avait un régime assez ascétique. En tout cas, c'était quelqu'un qui faisait très attention à sa diététique. Ça doit être difficile de passer des années avec quelqu'un qui n'a peut-être pas cette fibre gastronomique. Non, alors je suis pas là pour dénigrer, réhabiliter la gastronomie.
gastronomie sous Nicolas Sarkozy, mais vous savez, quand vous passez après un Jacques Chirac qui était connu pour être un ogre, forcément, on trouve que vous mangez moins. Ben, c'est pas grave. C'était un président qui faisait attention à lui, bien évidemment. On l'a taxé de pas aimer ça parce qu'il ne buvait pas d'alcool. Donc, on a dit, bon, bah, il aime pas manger, ce qui n'était pas vrai. Quand il était ministre de l'Intérieur, il mangeait plusieurs fois par semaine au Bristol chez Éric Fréchon. Vous mangez pas plusieurs fois chez Éric Fréchon si vous n'aimez pas manger. Le voisin, Quand il était maire de Neuilly, il allait chez notre camarade à la truffe noire. C'est quelqu'un qui aime la gastronomie. Je rappelle quand même que ce repas gastronomique des Français qui a été classé à l'UNESCO, reconnu il y a 15 ans maintenant, le dossier est parti sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Donc voilà, il y a eu des choses de faites. C'est quelqu'un qui aimait surtout beaucoup travailler. Donc c'est vrai qu'il arrêtait pas de travailler à 13h pour passer à table. Donc les gens qui étaient autour de la table, peut-être, ses propres amis d'ailleurs, l'ont taxé de lui, il aime pas manger. Ce qui n'est pas vrai. François Hollande, au contraire, gourmand. Gourmand, François Hollande, très gourmand. Débonnaire, voilà, même à table. Bien sûr, avec un rapport aussi à l'alimentation, au territoire, venant de Corrèze, qui connaissait bien la production, région, bien évidemment, on est président. avec les producteurs, avec tout ça. Donc on a fait beaucoup de choses, et c'est quelqu'un, alors on me l'a assez reproché, il avait une certaine ligne en arrivant à l'Élysée, apparemment c'est de ma faute, si 5 ans après, il a pris un peu de poids. Lui, il m'en tient pas rigueur et m'en veut pas, je le croise très souvent dans des manifestations, soit des matchs de rugby, soit des dégustations, et tout va très bien. C'est ce que pourrait dire aujourd'hui Gérard Larcher à votre successeur Fabrice Desvignes. Peut-être, oui. Qui l'a pas aidé non plus, il faut bien dire. Vous savez, quand on est gourmand, et on peut en parler, vous et moi, Vincent, Oui, on a vu que vrai. la balance, on n'a Ça pas va toujours vite. été... Voilà, ça va très vite, et c'est vrai que quand on est gourmand et qu'on a la chance de goûter des beaux produits, vous savez, vous arrivez quelque part, vous le vivez au quotidien. Vous arrivez, on vous fait goûter ci, on fait goûter ça, on fait goûter ci, on fait goûter ça. Bon, bah à la fin de la journée, on a un petit peu trop goûté. Alors, si vous êtes passé des cuisines au Quai d'Orsay, en quelque sorte, puisque vous êtes un peu vous restez en tout cas le premier et à ce jour le seul ambassadeur de la gastronomie, c'est bien que en France, le soft power, ça passe par la table. Je veux dire, c'est la descendance, c'est l'héritage de Talleyrand. Oui, Talleyrand l'a créé, beaucoup de gens l'ont animé. Gilles Bragard, avec le club des chefs depuis 1977, a été un grand acteur de cette diplomatie culinaire, de cette diplomatie douce. Est-ce que vous soft restez power. dedans, vous, par exemple, le club des chefs Oui, alors des moi chefs j'en suis administrateur, je continue de les aider. C'est ça, pour être encore dans Pour être l'aventure. toujours avec eux, pour les aider quand ils le font. C'est Fabrice Desvignes qui est le représentant français, puisque c'est un chef par pays. Bien sûr. Mais je continue bien sûr de les suivre. Et oui, c'est quelque chose d'important, parce que une fois de plus, à travers notre gastronomie, à travers notre alimentation, des valeurs, liberté, égalité, fraternité, des valeurs liées à la production, à cet engagement social, sociétal et environnemental de notre alimentation. Aujourd'hui, nous sommes un pays qui réfléchit à tout ça, et comment est-ce qu'on peut aller convaincre nos partenaires européens dans le reste du monde d'aller vers cette alimentation plus engagée. Donc c'est en effet un point important de notre diplomatie, et j'espère bien que le Quai d'Orsay va continuer. Moi, j'ai quitté le Quai d'Orsay il y a maintenant 1 an. Je sais qu'ils y travaillent, je suis en lien avec eux, pour qu'il y ait un successeur qui prenne tous ces dossiers à bras-le-corps, parce qu'il faut quelqu'un, pas à 50%, il faut quelqu'un à 200% sur ces sujets-là. Une dernière question, Guillaume Gomez, le temps passe drôlement vite avant que nos auditeurs plongent À la table du destin, votre ouvrage. Au fond, on est ce qu'on mange. Ça, on est d'accord, vous et moi, et on peut pas tricher. Quand on voit quelqu'un à table, on en apprend beaucoup sur ce qu'il est. Les hommes politiques, dont on a l'impression parfois qu'ils nous cachent les 3/4 de leur personnalité et de leurs intentions, vous croyez pas qu'il faudrait les voir à table, tous nos présidents, que ça nous renseignerait bien, parce que vous devez mieux les connaître que nous, du coup. Oh bah c'est quelque chose que vous connaissez bien, vous, Vincent, la politique à table. Mais c'est en effet, à travers la table, à travers ce que l'on va manger, ce que l'on va consommer, tout un chacun. C'est un acte politique. C'est pas Perico qui nous démentirait, qui est aussi sur cette radio. C'est un acte politique. Manger, c'est voter. Manger, c'est prendre position sur le type d'alimentation, d'éducation et de société qu'on veut. Société que l'on veut. Et faire société, c'est le principe même de la commensalité. C'est faire société, savoir comment est-ce que on va accepter de manger. Et oui, la façon dont vous mangez, la façon dont vous vous alimentez en dit beaucoup sur ce que vous souhaitez de la société. Beaucoup de vocabulaire autour effectivement du fait d'être à table, être des copains, partager le pain, voilà, simplement le pain quotidien, donc le repas. Bon, merci beaucoup Guillaume Gomez d'être venu me voir. Je n'en dis pas plus sur ce que vous racontez à propos de vos différents mandats, en tout cas mandat de chef des chefs d'État de la France, parce que tout est dans le bouquin. Il y en a 296 pages. Ouais, avec des anecdotes croustillantes, croustifondantes, on va dire même, parce que c'est bien à l'extérieur que ce soit croustillant, mais dedans on a envie un peu que ça fonde du côté du cœur, et c'est tout votre art également dans
dans ce livre. Merci Merci Guillaume. beaucoup. Dans une minute, on va retrouver un homme que vous connaissez bien. C'est le directeur du restaurant gastronomique de l'hôtel Plaza Athénée à Paris pour une vente qui va se tenir la semaine prochaine, une vente de vaisselle. C'est pas la première, ça cartonne. Hein. C'est la beauté des arts de la table français à travers la grande hôtellerie. Restez avec nous. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente. Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Et un marché qui est entièrement consacré aux chefs ce matin. Enfin, aux chefs de cuisine, hein, parce que des chefs, il y en a des multiples. Hein. Ça va vite à dire que chef, c'est chef de cuisine. Mais chef de cuisine, c'est pas le chef de tout. Voilà. Je suis avec Guillaume Gomez, qui est venu nous parler de son ouvrage à la table du destin. Mais il est resté parce qu'il y a un truc qui le titille, là, qui l'intéresse, puisqu'est organisée la 2e édition de la vaisselle des chefs à Paris. La vaisselle des chefs, Guillaume Gomez, c'est une grande vente aux enchères qui sert en fait peut-être à déstocker un petit peu parce que les grands restaurants et les grands hôtels changent souvent de vaisselle et comme ça permet à chacun d'accéder un petit peu à l'excellence, à ce côté au palace, aux grands restaurants étoilés, etc. en gardant ce petit côté fétichiste de la vaisselle. Oui, une deuxième vie pour la vaisselle et puis ça met en avant les arts de la table et puis, absolument. Et puis celles et ceux qui font ces arts de la table et qui les font vivre comme les grands maîtres d'hôtel comme Denis. Alors vous savez quoi, justement, j'ai passé un coup de fil à Denis Courtiade qui est directeur du restaurant gastronomique du Plaza Athénée, le grand palace parisien, merveilleux hôtel de l'avenue Montaigne, et puis double meilleur, alors j'allais dire, vous voyez, c'est ça, voilà, hein, maître d'hôtel, double meilleur maître d'hôtel du monde. C'est quand même quelque chose, ça. Hein, et je trouve qu'on parle pas assez des arts de la table, Denis, figurez-vous. Bonjour Vincent. Bonjour Denis. Denis, les arts de la table, c'est vrai que les arts de la table rejoignent les arts de la salle, hein, parce que le service en salle, s'il n'y avait pas derrière les arts de la table à la française, serait une belle à qui il manque un œil, hein, pour paraphraser un grand gastronome. En fin de compte, tout est lié parce que derrière l'outil qui peut être soit un couvert, soit une assiette, soit une cloche, etc. Il y a la main, il y a la gestuelle, il y a l'histoire qu'on raconte, il y a la mise en avant des artisans, de l'artisanat. Donc l'homme de salle avec un grand H est là pour ça, pour raconter l'histoire et mettre en vie, mettre en mouvement l'objet dans lequel le chef a déposé sa recette. Bien sûr. Voilà, tout est lié. Denis Courtiade, vous êtes donc le parrain de cette édition, la 2e édition de la vaisselle des chefs à Paris. Ça se tiendra le 7 et le 8 février, donc c'est vraiment là, dans quelques jours. Il paraît que l'édition précédente a été un tel succès qu'il faut prendre des places comme on prendrait des places de théâtre. Voilà, on va sur le site internet et on trouve des places. Et vous voyez, parce que en fin de compte, s'il y a trop de monde, on risque de casser de la vaisselle. Je suis un peu d'humour, mais voilà, il faut quand même avoir le temps d'expliquer d'où proviennent, de quelle maison proviennent les pièces, et d'expliquer un peu l'histoire de chaque pièce. Donc voilà, il y aura du monde, mais en limité quand même. Alors, j'ai envie que vous me racontiez un petit peu le catalogue, parce que on se doute bien du genre de pièces qu'on y trouve, mais il doit y avoir, en dehors je veux pas dire du